OK. Si vous utilisez la variante avec P, vous devez préciser la liste des arguments séparés et non un tableau. D'accord? Donc, ce qui se passe en réalité quand on saisit une commande en ligne de commande, c'est que le système d'exploitation fait, c'est qu'il crée un processus fils qui s'occupe d'exécuter la commande et ensuite le processus fils vous renvoie le résultat de la commande. Le père se met en attente du résultat de l'exécution du processus fils. Donc, ainsi, lorsque nous tapons une commande, PS-AX, le terminal de commande s'exécute de façon simplifiée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un processus fils. Ce processus fils se charge d'exécuter la commande et puis ce processus fils termine. C'est vrai qu'ici, il faut mettre wait pour que le père puisse attendre le résultat de la fin du processus fils. Donc, en réalité, ce qui se passe dans l'envie de commande, quand vous exécutez, ce qui se passe, c'est ici, nous avons plutôt PID. Il y a un fork qui se produit. Lorsque je vais faire ce fork après avoir initialisé tout ça. Donc, quand le fork se produit, nous partons dans le fils. Nous avons dit le fils, c'est lorsque PID vaut 0. Donc, si PID est égal à 0, nous sommes dans le fils. C'est le fils qui va exécuter la commande. Après avoir exécuté la commande, il va se terminer avec un exit failure. Et ce que le père doit faire, le père doit attendre l'exécution du fils et également exit. OK. Okay. Puisque j'utilise exe avec P, exe avec P, on donne plutôt une liste d'arguments. Donc, nous allons d'abord passer PS et ensuite nous allons passer -AX et le dernier argument, c'est l'argument nul. Donc, remarquez que tout dépend de la variante que vous utilisez. Si vous utilisez avec V, vous devez passer un tableau d'arguments. Si vous utilisez avec P, vous passez juste une liste d'arguments. Si on exécute cette fonction, il va faire la même chose, mais le comportement ici, c'est que OK, wait est déclaré dans, je crois c'est 6/wait. OK. Donc c'est dans OK, l'erreur, il dit c'est parce que nous n'avons pas importé notre. Voilà. Là, si vous faites appel système, vous voyez que le résultat est identique, mais ce qui se passe, c'est un processus fils est créé pour exécuter la commande. Le père attend le résultat d'exécution. À chaque fois que l'on saisit des commandes sur l'envie de commande, c'est ce qui se produit. Un processus fils est créé pour exécuter la commande et il produit le résultat final. Donc, dans votre TP à réaliser, il faudrait que la commande exécutée puisse être fournie de façon interactive. C'est-à-dire que je dois dire, par exemple, entre la commande que vous souhaitez exécuter, la personne entre la commande qui souhaite exécuter, je crée un processus fils qui exécute cette commande. Et quand le processus finit d'exécuter, je affiche le résultat et ensuite je remets à l'écoute pour dire entre une nouvelle commande. Donc, ça doit être une boucle infinie où on saisit des commandes et à chaque fois qu'on saisit une commande, vous récupérez la commande saisie. Vous devez bien sûr découper parce que le premier argument doit être la commande qu'on souhaite exécuter. Le deuxième argument doit être le nom de la commande, ensuite suivi de la liste des arguments. Donc, vous devez découper votre chaîne de caractères saisis en plusieurs, en des groupes. Donc, comment découper une chaîne de caractères en se basant sur l'espace? Ça,
c'est le langage C. Une fois que vous avez découpé, vous pouvez donc passer la saisie à l'appel d'une fonction exe. Vous demandez à un processus fils d'exécuter ce processus exe-là. Ouais, je vais revenir sur ça, pour que vous puissiez une idée de ce que je veux. Donc, ça, c'est les différentes variantes de exe. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur les autres. OK, mais les deux vous donnent déjà une idée de ce que les commandes exe font. Une introduction rapide aux signaux. Les signaux constituent... OK, avant de passer aux signaux, est-ce qu'il y a une question sur l'utilisation de la primitive exe? Donc, exe vous permet d'exécuter une commande. Je passe en paramètre la commande que je souhaite exécuter. Vous pouvez également vouloir exécuter une fonction que vous avez écrite. Supposons que j'écris une fonction et je compile mon code et je sauvegarde l'exécutable. Je peux appeler exe pour exécuter cet exécutable. Donc, pour avoir des situations où dans exe, vous passez votre propre fonction. Dans ce cas, vous devez indiquer tout le chemin vers votre fonction, puisque votre fonction n'est pas chargée par la variable d'environnement. Vous devez indiquer tout le chemin vers votre fonction. Il y a un autre concept, le concept des signaux. Les signaux constituent la forme la plus simple de communication du processus. Vous voyez ici, on a créé un processus fils. Comment est-ce que le processus fils fait pour communiquer avec le processus père? La forme la plus simple de communication, c'est à travers les signaux. Mais nous verrons plus tard que les signaux sont limités. Et il y a deux formes, je dirais trois, qui sont beaucoup plus avancées, soit la forme en réseau, soit la forme en utilisant les pipes, ou bien en utilisant des fichiers. Il y a deux types d'accords que nous allons voir. Donc, la plus simple forme de communication, c'est à travers les signaux. Un signal est une information atomique envoyée à un processus ou à un groupe de processus par le système d'exploitation ou un autre processus. Donc, ici, le processus fils peut décider d'envoyer un signal au processus père ou bien le processus père envoie un signal à le processus. Ici, c'est une information atomique, c'est-à-dire que votre processus, votre signal arrive comme un tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je lis, par exemple, la moitié du signal, non. Mais nous verrons plus tard qu'avec les méthodes de communication plus avancées, vous pouvez décider de lire, par exemple, 2 bits ou 3 bits qui sont envoyés par un autre processus. Mais ici, nous allons prendre le cas où, dans le cas du signal, c'est tout le signal que vous recevez. Vous recevez tout le signal. Donc, lorsque un processus reçoit un signal, le système d'exploitation l'informe. Tu as reçu tel signal, sans plus. Un signal ne transporte donc aucune information utile. Ce que le système d'exploitation fait, c'est tu as reçu tel type de signal. Maintenant, en fonction du type de signal que tu as reçu, c'est toi qui dois en fait faire une action. Il n'y a pas d'informations supplémentaires qui sont portées par les signaux. C'est pourquoi on dit que c'est la méthode de communication la plus simple. Okay. Mais lorsqu'on reçoit un signal, vous pouvez immédiatement dérouter votre fonction vers un code spécifique, c'est-à-dire que je peux me mettre là à l'écoute, je dis, si je reçois tel signal, alors exécute-moi tel code. Okay. Vous pouvez tout simplement ignorer le signal. Donc, il y a trois types de gestion. Je peux exécuter une fonction spécifique à la réception du signal. Je peux soit ignorer le signal, okay, ou je provoque l'arrêt du processus. Okay.
Je poursuis l'arrêt de ceci. Vous avez déjà tous tapé CTRL-C pour ce qui compile en C. Quand vous compilez en C et puis vous voyez que l'exécution, par exemple, a planté ou votre programme s'exécute de façon infinie, tout le monde a déjà tapé CTRL-C. Okay? Donc, CTRL-C va envoyer un signal pour terminer le processus. Donc, CTRL-C, ça fait un signal que vous envoyez. Donc, en tapant CTRL-C, vous êtes en train d'employer la commande kill qui dit au processus de se terminer. Donc, il y a plusieurs signaux. Voici en quelque sorte une liste des signaux. Je vous laisse le temps d'aller de lire entre les lignes pour voir l'utilité de ces signaux-là. OK. Donc, vous avez le signe int. C'est un signal qui est envoyé à un processus quand on tape CTRL-C. Donc, quand vous faites CTRL-C, le signal qui est envoyé, c'est le signal signe int. C'est le signal qui est envoyé. Lorsqu'il y a erreur de bus, c'est ce signal qui est envoyé, signe bus. Si vous voulez tuer un processus, c'est le signal signe kill qui est envoyé, ainsi de suite. OK. Si vous voulez connaître les nombres qui correspondent aux signaux, sont disponibles dans ce fichier .h. Par exemple, si je tape ceci, vous pouvez utiliser kill. En avis de comment j'utilise kill, je précise le nom du processus. Il va envoyer ce signal au processus ayant l'ID 1664. OK. Et vous voyez le signal signe up permet de faire quoi ici? C'est un ancien type de signal. Ce signal est maintenant utilisé pour demander à des démons de relire les fichiers de configuration. Donc, vous avez en quelque sorte les démons, ce sont des processus qui sont lancés au démarrage du système et qui tournent à fond, c'est-à-dire qu'ils tournent du début de votre système jusqu'à la fin. Ce sont des processus démons. Donc, si vous souhaitez envoyer un signal à ces processus démons, vous utilisez sync up. C'est un signal qui permet de dire à ces processus démons de relire leurs fichiers de configuration. Donc, en faisant kill up 1664, vous êtes en train de demander au processus démon qui a l'ID 1664 de relire son fichier de configuration. Okay. Là, vous avez envoyé un signal et il va capturer le signal, ainsi de suite. Donc, en C, ça c'est quand vous êtes en envie de commande. Si vous êtes en C, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la fonction sync action qui indique au système comment réagir à la réception d'un signal. Supposons que moi, je souhaite écrire mon propre programme qui permet de capturer des signaux système. Par exemple, le système a émis des signaux et je souhaite capturer ces différents signaux. En C, vous utilisez sync action ou signal. Okay? L'utilisation de sync action est conseillée. Vous pouvez chercher la documentation sur sync action. Dans le type, nous allons utiliser plutôt signal. Okay? Mais l'idée est identique. Vous devez préciser quel est le signal que vous souhaitez capturer. Donc, lorsque le système émettra ce signal, je vais capturer le signal et ensuite, je fournis une fonction qui s'exécutera à la réception du signal. Il y a des signaux qui sont émis dans le système. Vous pouvez les capturer en faisant un signal. Vous précisez quel est le signal que vous souhaitez capturer, suivi du nom de la fonction à exécuter lorsque ce signal sera émis. Donc, voici un code qui va capturer le signal sync user USR1. Lorsque ce signal sera émis, il va exécuter la commande traiter signal. Vous pouvez donc faire ce que vous souhaitez avec un signal qui est émis.
Parce que nous avons un exemple là où je vous demande de capturer le signal de contrôle C. Si une personne fait contrôle C dans votre programme, est-ce qu'il faut exit le programme? Ce que je demande, c'est d'entrer plutôt un mot de passe pour exit le programme. Vous voyez que vous pouvez capturer des signaux système, par exemple, s'il y a eu erreur de bus, la machine va vous envoyer, il y aura ce signal-là qui sera produit. Vous avez sync alarme, okay. C'est en quelque sorte un chronomètre. On peut vous demander d'écrire un programme, par exemple, qui produit une alarme toutes les, disons, 3 secondes, toutes les 4 secondes. Vous allez écrire votre programme. Le premier, en fait, là, c'est 2 programmes. Le premier va se mettre à l'écoute. Chaque fois qu'il y a un sync alarme qui est produit, c'est-à-dire qu'un signal de type sync alarme est produit, ce deuxième programme va capturer le signal et faire un comportement précis. OK. Et regardez, le signe child, CHLD, indique au processus père qu'un de ses fils vient de se terminer. Donc, si un fils, par exemple, est sur le point de se terminer, il peut envoyer un signe child et le père va capturer ce signal-là pour faire un traitement. Par exemple, pour dire, tiens, ce fils vient de se terminer. Il y a des signaux comme ça qui peuvent être communiqués entre les deux. Voici un exemple de capture de signal. C'est cette fonction qui sera exécutée chaque fois qu'on recevra le signal sync USR. Mais vous pouvez passer les sync IGN pour dire ignorer le signal, parce qu'on disait qu'on pouvait ignorer le signal, ou on passe sync DFL si on souhaite le comportement par défaut. Par exemple, si j'envoie le signal sync in, le signal sync in, c'est lorsqu'il fait un contrôle C. Si ce signal est reçu par un processus, qu'est-ce que le processus fait? Par défaut, il se termine. Si vous souhaitez laisser le comportement par défaut, vous mettez DFL. Ceci va permettre le comportement par défaut de votre signal. Donc, j'ai envoyé ce complément dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez lire entre les lignes. C'est juste le complément pour vous présenter les appels système exe et les signaux. Parce qu'il y a 2 ou 3 exercices qui ont besoin de cette notion-là. OK. Donc, s'il y a des questions sur les signaux, vous les posez. Sinon, là, je vais ouvrir notre TP et poursuivre l'exercice sur les signaux. En fait, sur les processus. Il y a un TP là que nous étions en train de faire. On a marqué une pause parce qu'il fallait présenter. OK, nous étions... bon, ça, c'est un exercice que j'ai ajouté après. Oui, nous étions ici. OK, sur ce niveau. L'exercice, je l'ai après. Nous avons réalisé cet exercice. L'exercice 1.4. On vous donne cette table où le processus P0 crée le processus P1
P2 et P5. Et ensuite, P2 crée le processus P3 et P4. OK, et on vous demande d'écrire dans cette fonction qui permet d'écrire du code C qui permet d'avoir un tel comportement. Okay. OK, lisez l'énoncé là. Donc, P0 crée 3 fils, P1, P2 et P5. P1 est créé en premier, suivi de P2. Le processus P5 est créé après la terminaison de P1 et P2. Le processus P2 crée P3, puis P4. Écrit le programme qui permet de créer ces processus en respectant les liens père-fils et l'ordre de création des processus du schéma. Chaque processus doit se mettre en attente de ses fils avant de se terminer. En attente. Chaque processus PI exécute une fonction FI. OK? Donc, nous allons importer les bibliothèques nécessaires. En fait, tout ce que nous avons vu nous permet de réaliser cet TP centre de... Puisque nous connaissons weight, c'est juste maintenant là. OK, je suis ici. J'ai dit c'est l'exercice TP 4.c. Tout le monde voit mon fichier .c. Si vous ne le voyez pas, vous me faites signe. Donc, je vais importer tout ce qui est nécessaire, stdlib.h, include stdio.h, include uni, std.h. Nous devons avoir include 6, oui, pour les weights. OK, et nous avons notre int main. All right. P0 va créer P1, P2 et P5. OK. Et 3 fils. P1 est créé en premier, suivi de... Regardez que P1 est créé en premier, suivi de P2. Le processus P5 est créé... Voilà. Le processus P5 est créé après la terminaison de P1 et P2. C'est-à-dire quoi? Si je dis mon processus P5, P0, en fait P1, tout le monde voit mon fichier .c. Donc P1, P2 et P5
sont créés par le même processus. OK? Mais on nous dit que P5 est créé après la terminaison de P2. C'est-à-dire que si P5 est créé après la terminaison de 2, ça veut dire que notre processus pair aurait déjà fait 2 waits. Parce que ce sont ces waits-là qui permettent de savoir que quand un processus finit, un wait est passé. Quand le second processus finit, un deuxième wait se produit. Donc, P5 va s'exécuter après l'appel de 2 waits. Parce que si nous ne mettons pas les waits, alors les processus peuvent être créés de façon arbitraire. Ça va purement dépendre de l'ordonnancement de notre processeur. Donc, pour se rassurer que P5 s'exécutera toujours après la création des 2 premiers, il faut dire au processus père d'attendre 2 processus fils qu'il aurait créés. Donc, du coup, on aura d'abord 2 waits avant de dire crée-moi un processus, crée-moi le 5e processus. Donc, après avoir attendu 2 waits, je peux donc faire un fork. OK. Et nous savons que si le fork donne 0, nous sommes dans le processus fils. Et on peut donc écrire, qu'il s'agit du processus fils. Donc ici, P5 avec PID pour D et pair pour %D. Pour obtenir le processus, je fais get PID, j'obtiens le processus. Pour obtenir le PID du processus pair, je fais get PPID. Et quand le processus, sinon, qu'est-ce que le pair doit faire? Le pair doit attendre ce 3e processus. Est-ce que vous voyez que là, les waits doivent venir avant la création du 5e processus. Maintenant, nous devons écrire le code qui va créer ces 2 processus. Pour créer un processus, nous savons qu'il faut faire for. Donc, nous allons avoir ici if for. Si if for si c'est différent de 0, nous sommes dans le processus pair. Si c'est égal à 0, nous sommes dans le processus fils. Ce processus fils peut donc s'afficher en disant ce processus fils peut faire printf P2 avec PID %D et pair %D, get PID, puis get PPID. Si fork est différent de 0, je suis dans le processus pair et ce processus pair qui doit faire un wait, qui est normal. Le processus pair doit faire un wait. Donc, quand le processus pair doit faire un wait, mais avant de faire un wait, il doit créer le processus 2, parce que là, c'était le processus 1 qui s'est créé. Maintenant, il doit créer le processus, ça c'était le processus, puisqu'il y a P1 et P2, ça c'était le processus P1. Maintenant, il doit créer le processus P2 en faisant un autre fork. If fork est égal à 0, nous sommes dans le cas du processus fils. Je peux écrire printf. En fait, je peux même dire P1. P1 s'est créé. OK. Je peux dire P1 est créé là. Ici, maintenant, il va créer P2 avec PID %D et pair %D. J'obtiens le PID du fils, j'obtiens le PID du père. Si ce n'est pas égal à 0, alors le père se met à l'écoute
et attendra les deux processus qu'il a créés. Vous voyez que là, un premier fork pour créer le processus P1, le père entre dans le else, il crée un autre processus P2 et il se met en attente. Il attendra les deux processus P1 et P2 avant de créer un cinquième processus. Et après avoir créé le cinquième processus, il se met en attente de ce processus 5 qu'il a créé. Donc, nous sommes dans cette situation où nous avons créé P1, P2 et P5. Après avoir créé P2, P1 et P5, qu'est-ce qui se passe? P2 doit créer deux autres processus qui sont P3 et P4. Et qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous dit le processus P2 crée P3 et P4. Donc, P2 doit créer P3 et P4. C'est-à-dire que dans la condition où nous avons créé P2, on va faire deux forks. Le premier fork pour créer le P3, le deuxième fork pour créer P4. OK. C'est un peu... OK, nous sommes dans P2, nous savons que P2 doit exécuter ici. P2 doit exécuter, doit créer P3 et P4. Donc pour ça, je vais faire if fork. Là, c'est déjà le processus. If fork est égal à 0. Nous sommes dans un autre processus fils. On pourra écrire printf P3 avec PID %D et pair %D. Get PID, get PPID. Donc, nous sommes dans cette situation. S'il vaut 0, on crée un processus. En fait, si fork vaut 0, nous sommes dans le processus fils. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans le processus pair. Le processus pair peut donc déclencher un autre fork. Si fork vaut 0, printf, on va dire P4 avec PID %D et pair %D, get PID, get PPID. OK, je vais agrandir ça légèrement. OK, sinon, le père se met en attente des deux processus qu'il vient de créer. Parce qu'il a créé deux, il se met en attente de la création de ces deux processus. Donc, logiquement, on peut dire qu'on a fini. Logiquement, on peut dire qu'on a fini. On va tester ça pour voir si on n'a pas d'erreur. Dans notre invite de commande, il va dire JCC TP4. Pourquoi ça fait ça? Okay, TP4. OK, ça a compilé.
bon, puisque je n'ai pas fait des retours à la ligne, je vais ajouter ces retours à la ligne ici. P1, N. Donc, slash N, c'est pour faire des retours à la ligne. Ici, ça va faire un retour à la ligne. Et je save. Je reviens dans mon invite de commande. Je recompile et j'appelle l'exécutable produit. OK, là, vous voyez, P2 a été créé avec le processus, avec le PID 30753. Ça, c'est le processus P2. Remarquez très bien que P5 est créé, bien sûr, avant, en fait, après P2 et P1. C'est exactement ce qu'on a voulu. Puisque P5 est créé après la terminaison de P1. J'espère que tout le monde voit mon invite de commande. P5 doit être créé après la terminaison de P2 et P1. Effectivement, il est créé après, puisque quelque part, la P2 crée P4 et P3. Donc, ce qui fait que P5 est aussi créé après P4 et P3, puisqu'il doit attendre la terminaison de P2. L'ordre entre P2 et P1 n'est pas fixé, puisque c'est le même père qui crée P2 et P1. Donc, il peut arriver des situations où P2 est créé avant P1 ou bien P1 est créé avant P2, puisque c'est le même père qui les crée. Tout dépend de l'ordonnanceur à ce moment. Donc, là, on va vérifier notre figure. P0 doit créer P1, P2, P5. Ça veut dire que si vous regardez les processus paires de ceci, ils doivent être identiques. Donc, le processus pair de P5, c'est bien sûr 30762. Le processus pair de P1 et P2, c'est effectivement 30762. Donc, ça veut dire que P5, P2 et P1 ont effectivement le même pair. Maintenant, c'est P2 qui doit créer P3 et P4. En d'autres termes, P4 et P3 doivent avoir le même pair. Qui est P2? Oui, effectivement, nous avons ici, je crois que tout le monde voit mon terminal, nous avons effectivement le processus, le pair du processus P4, c'est le processus P2. Et regardez ici. Et le pair du processus P3, c'est effectivement le processus P2. Donc, lorsqu'on vous donne un arbre des processus, vous devez être en mesure d'implémenter la création successive de ces processus-là. Okay. Je vais mettre pause et s'il y a des questions, vous les posez. C'était un peu